Bonjour, cette vidéo traite de séparation et d'extraction en chimie. Il s'agit d'un cours qui a été filmé. Donc j'ai dit à propos du dédoublement, qui était un exemple de séparation mais extrêmement spécifique, que pour séparer différents composés d'un mélange, il fallait agir sur leurs propriétés qui les différencient. Donc ces propriétés vous avez la température d'ébullition qui est associée à une technique qui est la distillation. Vous avez qu'est-ce que j'ai pensé, la solubilité. Qui met en jeu la recristallisation. Également l'extraction. Liquide-liquide. D'une certaine façon, la chromatographie. De façon beaucoup plus anecdotique, vous avez la température de sublimation. Je ne parlerai pas plus parce qu'on ne va pas sublimer les composés, mais on peut extraire. Vous verrez sur l'iode solide, il y a marqué bisublimé. C'est-à-dire qu'il a été purifié par sublimation une première fois, une deuxième fois. Donc c'est quelque chose qui existe même au niveau industriel, ce n'est pas juste un gadget, mais vous aurez assez peu à mettre en place des sublimations. Et on va voir maintenant, ça va développer certaines associations entre températures, entre des constantes et des distillations. Alors, la distillation, il ne faut pas la confondre avec des techniques qui sont proches et souvent qu'on utilise et qui sont très pertinentes. Qu'est-ce que c'est qu'une distillation? Une distillation, c'est d'abord une ébullition suivie d'une phase, je suis un détail ici, de séparation. D'une phase de condensation. Là, vous avez A plus B. Et là, vous n'avez que A. Assez facilement, les gens négligent de réfléchir à ce qui se passe là. Et c'est là que tout se passe, dans cette phase de séparation. Alors, déjà, ébullition, il ne faut pas confondre avec évaporation. Quelqu'un peut me dire ce que c'est la différence entre l'ébullition et l'évaporation? Heureusement, parce que l'évaporation des flaques d'eau, ça se fait pas par ébullition. Voilà, l'évaporation des flaques d'eau, ça ne se fait pas par ébullition. Bien, ça c'est un exemple. Alors, est-ce qu'on peut maintenant théoriser un petit peu ça? L'évaporation, c'est quand on a un équilibre entre une phase liquide et une phase vapeur. Et du coup, la phase vapeur va partir peu à peu et donc entraîner la phase liquide, c'est un processus lent. Alors que quand on se met dans une ébullition, c'est qu'on se met dans des conditions de pression et de température qui font que la phase doit être entièrement vapeur et donc tout passe à la vapeur. Il y a de l'idée, mais il y a plusieurs erreurs. Il y a une première erreur, c'est quand elle parlait d'équilibre avec l'évaporation. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a quelque chose qui était correct, c'est quand tu as parlé de température et de pression. L'ébullition ne se fait qu'à une seule température et une seule pression. Voilà. Un seul couple, température-pression. Alors que l'évaporation se fait à toute température. La flaque d'eau, le matin, le midi, le soir, la température change et continue de s'évaporer. Alors,
suivant le niveau des gens que vous avez en face de vous, vous pouvez commencer par leur dire l'ébullition, c'est quand il y a des bulles. Déjà, hein, l'évaporation, il n'y a pas de bulles. C'est des bulles de quoi? J'ai vu ça sur des copies. Hein. Cette bulle-là, il y a quoi dedans? Du gaz, du solvant. Du gaz, du solvant. Du gaz, du liquide. Ce n'est pas des bulles d'air. C'est des bulles du même composé que le liquide qui est là. C'est important à comprendre. Et donc, ce système-là, c'est ici la phase vapeur, la phase gaz, ici la phase liquide, et ici, on est à l'équilibre. L'équilibre, il n'est pas que là. Il est à chaque endroit. Et donc, une nouvelle différence entre l'ébullition et l'évaporation, c'est que l'ébullition se fait dans la masse, alors que l'évaporation ne se fait qu'en surface, la flaque d'eau. Ça, c'est un autre point important à distinguer. Sur le plan thermodynamique, A gaz, on équilibre avec A liquide. C'est un équilibre, donc j'ai une constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre, c'est l'activité de A liquide sur l'activité de A gaz. L'activité de A liquide, c'est combien? 1. Ouais. Et l'activité de A gaz, c'est quoi? Pression partielle du gaz. Pression partielle de 1. Et cette pression partielle, à l'ébullition, elle vaut 1. Donc, que vaut le delta RG0 d'un système comme ça? Moins RT log de 1 égale 0. Ça, c'est une définition aussi qu'on peut mettre au facteur, au crédit de l'ébullition. C'est que l'ébullition, c'est un équilibre, donc le delta RG0 vaut 0. Dans l'évaporation, qu'est-ce qui change? Ben, la pression partielle, ici, elle est limitée par la température de la flaque. Et donc elle ne vaut pas 1, elle vaut quelque chose, ce quelque chose qui arrive là, c'est le fait delta RG0 qui ne vaut pas 0. Donc voilà un certain nombre de critères qui sont intéressants à avoir en tête pour parler de l'ébullition et par opposition à l'évaporation. Donc c'est quand même des choses qui sont ancrées dans des... je suis parti de l'ébullition, c'est les bulles, mais derrière il y a un peu plus. Il ne faut pas se limiter à un exemple, l'ébullition, c'est pas comme la flaque, etc. C'est bien d'avoir cette image, la preuve, je me suis servi 3 ou 4 fois, mais il faut aller un peu au-delà. Donc l'ébullition, c'est ce qui va se passer ici. Cette ébullition, expérimentalement, on la réalise en présence de petits grains. On prend de la pierre ponce, on prend du carborundum, qui est un carboxylicium, etc. Ce qui permet de régulariser l'ébullition, c'est-à-dire de ne pas avoir la température qui dépasse, par exemple, si c'est de l'eau qui dépasse 100 degrés, et puis d'un seul coup, qui se met à faire des grosses bulles, ça vous en fout partout dans le système. Ces petits grains ici font que, sur la pointe des grains, eh bien, la bulle se forme plus facilement, et donc du coup, vous restez à une température qui est proche de l'ébullition, vraiment très proche. En tout cas, vous n'avez pas de sursaut. Alors maintenant, je vais passer à la colonne qui est là. Donc cette colonne, elle permet quoi? Donc, elle permet d'être à l'équilibre entre la vapeur qui monte et le liquide qui redescend. Vous avez des gouttes ici qui sont en train de descendre, en même temps vous avez de la vapeur qui monte. Et vous avez un équilibre entre ces deux choses-là. Et ça se traduit dans un diagramme binaire. Je prends le plus simple possible. Ici, c'est la température d'ébullition. Ça, c'est la fraction de l'air. Pour mémoire, c'est si ça c'est le composé B, pourcentage croissant de B par ici, c'est le N, quantité de matière de B, sur N de A plus
N de B. Fraction molaire de B. Si mon mélange initial à la fraction molaire, ici, je prends 60%, ce point-là, c'est la température à laquelle le mélange bout. Et ici, je vois la température d'ébullition de A et la température d'ébullition de B. C'est une température intermédiaire, mais dans d'autres cas, ça peut être une température qui est supérieure ou inférieure à la température des deux autres. Ça dépend vraiment des systèmes. Donc ici, ça, c'est la température que vous allez avoir ici. Si vous mettez un thermomètre là, qui frôle la phase liquide qui est là, vous allez avoir cette valeur-là. Et donc cette vapeur va s'élever et va rencontrer ici des pointes. Sur cette pointe, il va y avoir condensation, et la condensation va se faire à la même température, mais avec une concentration, une fraction molaire différente. C'est-à-dire que la goutte qui va être ici ne sera pas à la même fraction molaire que le liquide qui est là. Il y a une première étape déjà de purification, au sens où il y a plus de A ici que de là. Et cette goutte ici se condense à cette température-là. Ça va être la température, on va mettre ici la température 1. Ici, ça va être la température 2, qui va être quelque part par là. Et puis ici, cette goutte également repasse en vase vapeur pour partie. Qu'est-ce qui la chauffe? Pour qu'elle passe en vase vapeur, qu'elle soit chauffée. Qu'est-ce qui la chauffe? C'est la vapeur qui monte. La vapeur qui monte, elle est plus chaude que la goutte. Donc elle est suffisante pour revaporiser une partie de la goutte. Et ce vaporisant, ben, elle se vaporise. Alors, comment ça se passe? Elle se vaporise, donc on est une goutte, on est dans l'état liquide, se vaporise et elle prend une nouvelle composition qui va être plus riche en A. Chacune de ces étapes qu'on appelle des plateaux de distillation que je ne sais pas estimer très bien quelle hauteur correspond à un plateau, est essentiel pour interpréter une distillation. Nous avons ici, dans la maison, une véritable colonne à plateau, c'est-à-dire, vous avez ici l'ébullition, puis vous avez un premier plateau où le liquide se redissout, puis il repart sur un deuxième plateau, etc. Je faisais faire la manip avant, et comme quantitativement, c'est pas excellent, les irrigatifs trouvent que c'est une bien grosse expérience pour un résultat qui n'est pas quantitatif. Donc, du coup, je l'ai supprimé, mais vous pouvez au moins voir la colonne. Et si vous voulez, vous pourrez aller le faire, l'utiliser. C'est pas très compliqué, la manip est prête. Donc, on parle de la hauteur ici, d'une colonne comme ceci, qu'on appelle colonne de Vigreux. On dit qu'elle équivaut à tant de plateaux théoriques. Enfin, un truc comme ça va faire 1,3 plateaux théoriques. Donc ça va, c'est assez lent. Il faut vraiment monter beaucoup pour avoir l'équivalent d'un vrai plateau théorique. C'est-à-dire là, j'ai fait deux plateaux théoriques déjà, pour arriver de ici à là. Et on voit bien que je vais avoir un produit A qui est raisonnablement pur, mais théoriquement, il faudrait une infinité de plateaux pour qu'il soit pur. Mais bon, à partir du moment où il est pur à 99%, on est content. Donc ça, c'est la technique de distillation. Et ce qui est important, si vous en parlez, c'est d'être capable d'associer l'expérience au diagramme binaire correspondant. Ça, c'est une vraie explication. L'explication en chimie, c'est toujours relier trois choses. C'est le triangle de la chimie, le macroscopique, le microscopique et le symbolique. C'est-à-dire les symboles mathématiques, les équations, etc. Si vous ne faites que ça, vous faites pas de la chimie, vous faites des maths. Si vous faites que ça, vous faites de la leçon de choses. Vous allez dire, oh c'est bleu, c'est rose, c'est jaune, ça change de couleur, etc. Si vous faites que ça, vous êtes une bête de mécanisme, vous allez faire des équations chimiques, etc. Vous êtes contraint
pour enseigner de naviguer entre ces trois niveaux-là. Pensez-y, si vous faites des leçons qui respectent ça, elles seront déjà belles. Maintenant, il faudra mettre de la bonne chimie dedans, c'est un autre problème. Mais elles seront déjà belles. Il faut vraiment y arriver. Donc ici, j'ai mis en jeu, il n'y a pas beaucoup de symbolique, ça a eu un petit peu ici, il y a eu du théorique, il y a eu ici de l'expérimental. Des questions sur la distillation? Non? C'est bon? Quand la colonne est haute ici, il faut la calorifier parce que sinon les pertes sont importantes. Donc l'autre technique que je voulais vous développer, c'était une variante qui est la distillation sous pression réduite. Expérimentalement, ça consiste à fermer ça et ici à mettre ça sous vide. C'est la même chose. Régler le vide, etc. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, la température d'ébullition est une fonction décroissante de la pression. Et ça change deux choses importantes. La première, c'est que si vous avez un composé dont la température d'ébullition est de 220 degrés, il va falloir le chauffer avec ici quelque chose qui est à 250 ou 300 degrés, et vous allez avoir des produits qui vont se carboniser, vous allez perdre du rendement, ça va dégueulasser toute la verrerie. Et donc, ce que l'on fait, c'est que on est sous pression réduite. Et donc, du coup, au lieu d'être à 250 degrés, on va être à 110, 180. Donc ça, c'est important. C'est un effet expérimental. Si il se peut que vous trouviez un mode opératoire qui le nécessite, dans ce cas-là, on le monte. On ne le fera pas en TP en standard parce qu'on n'a pas trop besoin, mais c'est une technique qui est tout à fait pertinente. Et sur le plan théorique, elle est intéressante parce que il y a des diagrammes binaires que j'ai mentionnés de façon implicite tout à l'heure, qui sont non pas des beaux fuseaux comme j'ai vu, mais qui ont des points comme ceci, c'est-à-dire un point qu'on appelle azéotrope. Et si vous avez un mélange qui est ici, vous allez pouvoir obtenir ce composé A tout seul. Et en sortant le A, vous allez concentrer en B, mais vous ne pourrez pas dépasser ce point-là. Donc ça, c'est gênant, sinon aussi c'est B qui est intéressant. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on change la pression, et cet azéotrope est en fait dépendant de la pression. Alors si je mets ici, c'est un troisième axe et en fond, ça c'est à pression P égale 1. Puis j'aurai ici P égale 0,5, P égale 0,1, etc. Si je me déplace comme ceci, je vais avoir un diagramme qui, avec un peu de chance, va avoir ce point-là qui va tout se prendre d'un côté ou de l'autre côté. Et au-delà d'une certaine pression, l'azéotrope va avoir disparu. Donc ça peut être intéressant dans le concret. On n'aura pas à le faire, mais c'est peut-être une réponse à une question. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux vraiment aller de l'autre côté? Donc, il y a deux réponses. La première, c'est on change la pression. La deuxième, c'est on passe d'un mélange binaire à un mélange ternaire. C'est-à-dire qu'on met un troisième composé. Et à ce moment-là, c'est plus le même diagramme. On peut avoir espéré qu'on s'en sorte. Voilà pour la. Je ne dirai pas plus sur la pression. La distillation à pression réduite, tout le reste est identique. Et je vais parler de l'extraction à la vapeur. Et on va voir qu'en fait, c'est très proche de ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que l'extraction à la vapeur?
eh bien, c'est un système, je mets sa version simple, un peu la sophistiquer, mais vous allez mettre ici, souvent c'est pour les produits naturels, de la lavande, de l'écorce d'orange, des clous de girofle, etc., dont un des composés est un composé volatile, et souvent intéressant parce qu'il a une bonne odeur. Eh bien, si vous mettez votre matras végétal avec de l'eau, et que vous faites simplement une évaporation suivie d'une recondensation, vous allez récupérer beaucoup d'eau et un petit peu d'huile essentielle, qui sera de l'huile de lavande, de clou de girofle, qui sera de l'essence d'orange, etc. On appelle ça de l'huile essentielle. Ou un C, essentiel. Et ça, c'est de l'eau. Alors, ça va être par exemple, ça va être de l'eau de lavande. Ici, ça va être de l'essence de lavande. C'est pas vraiment de l'eau. Et maintenant, je vais regarder théoriquement qu'est-ce qui se passe dans ce système. Que vaut la pression ici? La pression totale va être égale à la somme des pressions partielles des différents constituants. Donc ça va être égal à la pression partielle de l'eau, plus, on va supposer qu'il y a juste une seule huile, une seule essence, plus la pression partielle de, on va mettre l'essence. La pression totale, je la connais, c'est une atmosphère. La pression de l'eau, je suis dans les 100 degrés, donc c'est voisin d'une atmosphère. On va mettre 0,9 atmosphère. Donc la pression de l'essence, c'est 0,1 atmosphère. Ceci est une sorte de distillation à pression réduite. Et donc ça me permet de faire passer cette essence qui passerait à une température beaucoup plus élevée, autour de 100 degrés, mais à une pression qui est plus faible. Et ça, c'est une expérience que vous allez faire, parce que le classique, c'est l'expérience du secondaire. Bien, alors, il y a ceux qui aiment bien les clous de girofle, ceux qui aiment le zeste d'orange, ceux qui aiment la lavande, ceux qui ont autre chose, vous venez avec vos feuilles de cerisier, de menthe, de ce que vous voulez, du moment que vous êtes sûr que ça va se faire. Donc, le deuxième intérêt, c'est que l'eau, à cette température, va, entre guillemets, aller chercher l'essence dans sa matrice végétale. C'est-à-dire que si vous mettez juste des fleurs de lavande et que vous chauffez, bah, ça va carboniser, ça va cramer votre fleur de lavande. Avec de l'eau, vous allez extraire l'essence de lavande de la fleur, et ensuite ça va passer. Dans les pays du Maghreb, en particulier en Tunisie, ils font de l'eau de fleurs, et au moment du printemps, les gens se font eux-mêmes leur eau de fleurs, c'est-à-dire qu'ils prennent des fleurs d'oranger, ils prennent des fleurs de ce qu'ils ont, et puis ils font leur eau de fleurs, et puis c'est un signe de bienvenue de donner un peu d'eau de fleurs, de se mamelle, etc. Ça fait partie de la tradition. C'est donc quelque chose d'extrêmement facile, c'est ça avec une coquette minute, ça marche, faire des choses comme ça. Ce qui ne savent peut-être pas, c'est que c'est une pression, une distillation pression réduite. C'est pas grave, l'important c'est que ça s'en trouve. Donc voilà pour l'extraction à la vapeur. La version plus élaborée de ce montage-là, je vous le donne ici en petit, c'est qu'on a un générateur où il n'y a que de l'eau, que l'on fait bouillir. Deux associations quand même. Ça c'est ouvert. Ici vous avez de l'eau. Ici vous avez eau plus végétale. Et vous chauffez ici. Si bien que votre végétal, qui peut-être est fragile, ne va pas être chauffé par une source directe. Il va être chauffé que par la vapeur d'eau. Alors l'eau, elle va être ceci. Elle va être chauffée par la vapeur d'eau qui part ici et qui plonge là-dedans. Pour que l'eau plonge effectivement, on met une canne comme ceci qui plonge dans l'eau
Et donc, vous avez l'eau qui monte ici, qui crée une petite surpression. Cette surpression permet à la vapeur de plonger là-dedans. Cette petite astuce est très simple. Et elle permet de ne pas chauffer directement, par exemple, des fleurs qui seraient fragiles. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'eau qu'au contact, ici, on n'est pas à 120, 130, 140 degrés. Donc ça, c'est la belle extraction à la vapeur d'un produit fragile. Et ça, c'est l'extraction facile, etc. En Provence, ils mettent que la fleur, et ici, ils chauffent avec la paille de l'herbe. Ils sont à la montagne, ils n'ont rien d'autre, ils n'ont pas le gaz, ils n'ont rien du tout. Voilà. Donc ça, c'était pour l'extraction à la vapeur. S'il y a des questions, je vous écoute. Sinon, je vais passer à l'extraction liquide-liquide. Donc là, qui est très différent des techniques qu'on vient de voir. Ça se fait généralement dans une ampoule à décanter, dans laquelle il y a une phase aqueuse et un solvant qui doit avoir une première propriété essentielle, c'est d'être non miscible à l'eau. Et une deuxième propriété, c'est une densité différente de 1. Les solvants qui ont une densité proche de 1, c'est gênant parce que du coup, la démixtion se fait mal. Donc dans ce cas-là, si on veut vraiment ce solvant, on remplace l'eau par de l'eau salée, ce qui fait monter sa densité à 1,1 par exemple, et donc du coup, on a une bonne démixtion. Et cette extraction permet une chose importante, c'est de séparer les composés qui seront solubles dans l'eau, hydrophiles, et ceux qui ne seront pas solubles dans l'eau, hydrophobes. Et souvent, les composés organiques sont hydrophobes, donc ils vont être ici, et les composés minéraux, ça va être des ions, etc., ils vont être là. Ça vous permet de faire cette séparation après avoir fait la réaction en chimie organique. Donc, quand vous avez à traiter un problème comme ça, il vous faut réfléchir au choix du solvant. Le solvant, vous allez avoir des solvants qui vont être plus ou moins appropriés pour faire une extraction. Les sont des fois pas très solubles dans certains solvants. Vous allez avoir à choisir un solvant qui est non toxique. Qui s'évapore facilement. Et bien sûr, qui soit un bon solvant du ou des produits que vous voulez récupérer. Je vais vous donner un cas qui est intéressant. Si vous avez fabriqué, par synthèse, vous avez synthétisé de l'acide benzoïque, vous l'avez avec tous les produits minéraux et puis un peu de réactif de départ. Donc il va être en présence de l'alcool de départ, c'est un BOH. Et puis on va mettre des ions minéraux plus des ions minéraux qui eux vont être solubles en milieu aqueux. Donc ce que vous allez faire, c'est, première phase, vous allez avoir ici le composé 1 et le composé 2. Ici, vous allez avoir les ions. Ici, ce solvant, c'est la phase aqueuse, ici. Mais ensuite, vous avez 1 et 2 à séparer, parce que vous vous êtes débarrassé des ions. Vous avez 1 et 2 dans un solvant qui est. Eh bien, vous allez rajouter de l'eau
mais cette fois-ci au milieu basique. Donc si vous rajoutez de l'eau en milieu basique, votre acide basoïque va être sous forme d'ion benzoate. Vous aurez donc dans la phase aqueuse, vous aurez globalement ces ions-là, et ici vous aurez le composé 2. Lui, il ne s'est pas ionisé, donc il reste en solution là-haut. Cette fois-ci, vous allez conserver la phase aqueuse. Cette phase aqueuse que vous allez conserver, et vous allez remettre, cette fois-ci, de l'eau en milieu acide. Et donc, votre acide benzoïque va redevenir... Votre benzoate va redevenir acide benzoïque, oui. Il n'y a pas un risque que la base réagisse avec l'alcool? Non. Pour donner quoi? Un alcool... Ah non, non, non. Il faut un oxydant. Ah, ok. Pour passer de l'alcool à l'acétone, il faut un oxydant. Pas une base. Donc ici, votre composé en milieu acide va revenir moléculaire, et donc il ne va pas passer au-dessus. Là, vous pouvez l'éliminer des ions NA+ sur H-, vous n'avez plus qu'à évaporer votre solvant. Donc on voit qu'il y a des jeux, des fois un peu subtils, de maîtrise du pH de la phase acide pour contrôler ce que l'on veut qu'il soit dans une phase ou dans l'autre. Ce ne sont pas aussi immédiats que de dire bah, tout ce qui est organique est en milieu aqueux, est en milieu organique, et tout ce qui est minéral est en milieu aqueux. Oui. Entre chaque étape, on enlève bien ce qu'on veut garder. Voilà. Entre chaque étape, il faut faire tout le procédé d'extraction, voilà, etc. Et puis ensuite descendre bien là, et puis savoir ce qu'on va garder. Et quand on n'est pas sûr de son coup, on garde tout. Parce que si on s'est trompé, on peut dire ah bah c'est dans cette phase-là que je me suis trompé, etc. Donc il faut faire ça en maîtrisant ce qu'on fait. Alors, là, je vais terminer pour faire juste avec la partie théorique de cette extraction, qui est un petit peu plus que ce que j'ai indiqué précédemment. C'est que comment est-ce qu'on traite l'équilibre qui est là, parce que l'équilibre il y a. Eh bien, on dit que le composé A dans la phase organique est en équilibre avec le composé A dans la phase aqueuse. Cet équilibre est géré par une constante d'équilibre qu'on appelle une constante de partage, et ça a toutes les propriétés d'une constante d'équilibre. En particulier, quelles sont les propriétés des constantes d'équilibre? Ça dépend de quoi et c'est indépendant de quoi? Ça dépend de la température, et c'est tout. Donc c'est une vraie constante d'équilibre, une fonction de T, on ne va pas s'intéresser à ça, mais qui est égale à la concentration en phase aqueuse sur la concentration en phase organique. Cette constante de partage, des fois, elle n'est pas infiniment grande ou infiniment petite. Elle peut être autour de 1, par exemple si c'est 10, on va c'est autour de 1, et dans ce cas-là, ça veut dire que l'on a une partie qui n'est pas dans la bonne phase. Donc il faut multiplier les extractions pour récupérer notre produit si cette constante-là n'est pas très grande ou très petite. Donc là, vous avez une... Alors, le problème classique, c'est si vous avez une quantité de solvant S, qu'est-ce qu'il vaut mieux extraire en une fois avec S, en 2 fois avec la moitié de S, en 3 fois avec le tiers de S, etc. Et on s'aperçoit que plus on extrait beaucoup avec des petites quantités, plus on en extrait. Il y a une limite qui n'est pas forcément 1. On ne s'emmerde pas avec ça dans la pratique, c'est qu'on met du solvant une fois, 2 fois, 3 fois, puis on dit après le reste. Donc voilà la partie organique, la partie thermodynamique qui gère cette extraction de composés organiques. Question ?